Salut, salut. Voilà, il y a plus de 2 mois déjà, donc une éternité, j'avais annoncé que je ferais une FAQ. Et après 2 mois où j'ai repoussé au maximum le moment de me filmer, je me suis dit, bon, chose promise, chose due, je dois le faire. Tout d'abord, explication de ce que vous voyez à l'écran. Voilà, je filme avec mon téléphone. Les questions sont inscrites ici. Et là, derrière, vous pouvez voir le son qui est enregistré directement par ce micro. Parce que j'aime pas le son que prend mon téléphone. Et donc du coup, je prends ce micro-ci, vous voyez, qui bouffe bien le champ de vision de la caméra pour prendre un son au moins correct. Ceci est le micro avec lequel j'ai enregistré toute la saison 2. Bien. Alors, autre chose, j'ai repoussé longuement le tournage de cette FAQ parce qu'en fait j'ai attendu longtemps beaucoup de questions et je crois que j'ai une seule question. Donc, si j'avais dû baser la vidéo FAQ sur la seule question que j'ai reçue, ce serait très simple, ce serait, alors trouvons la question, parce que je place un petit peu ailleurs, voilà, c'était « Je me demandais si Jackie va retrouver Sean après tous ces événements. » Peut-être. Voilà, fin de la FAQ. Alors non, je me suis dit que c'est un petit peu léger, c'est un peu dommage, je vais quand même pas faire une vidéo qui dure 15 secondes juste pour ça. Surtout que j'ai fait une longue introduction, je vais pas faire une longue introduction pour faire un gros gag derrière. Ce serait marrant, mais ce serait un peu troll. Donc, ce que j'ai fait pour artificiellement gonfler le durée de cette vidéo, et l'intérêt, si elle en a d'ailleurs, c'est j'ai été reprendre tous les commentaires et les autres questions répartis dans le reste des vidéos tournant uniquement autour de la série de Sean. Tout commentaire qui méritait ou qui pour moi avait du sens de discuter, ou toute question, je me suis dit que j'allais les reprendre et en parler. Parce que c'est toujours intéressant en fait de voir les réactions qu'une création a pu susciter chez le public. Et moi en voyant ces réactions, parfois je me dis « Ah c'est intéressant » ou « Tiens je m'attendais pas du tout à ça » ou « Ah ok c'est exactement ce que j'ai cherché à faire comme effet ». Et donc j'ai pris surtout les commentaires qui me semblaient on va dire pertinents de discuter là-dessus. Voilà. Alors cette vidéo, je vous le dis déjà, mettez-la en bruit de fond quand vous cuisinez ou faites la vaisselle. C'est ce que moi je fais quand j'écoute des livres audio sur Audible. Bien, alors, un des commentaires que je trouve le plus pertinent, c'est un commentaire de Aldubouya Nono 2. Je suis désolé si j'écorche ton pseudo. Et donc sur l'épisode 2 de la saison 2, qui s'appelle « Je ne fais que les calmer », il dit « Épisode 2, titre alternatif, les gilets jaunes visitent à Fajar ». Je trouve ce commentaire hyper intéressant parce que certaines personnes, une personne, qui a lu mon script de la saison 2 au tout début du processus de création, avant que j'enregistre les démos, elle a regardé l'épisode 2, elle a mis comme commentaire « Mais dis donc, Daria, c'est Macron en fait !» Il faut savoir que quand j'ai commencé à écrire la saison 2, c'était en 2017, ça date. En 2017, c'était pas encore les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont apparus qu'en 2018. Donc, non, je n'ai pas écrit la saison 2 pour faire écho aux Gilets jaunes. Cela dit, le parallélisme est extrêmement intéressant. Et pour ceux qui voudraient me demander, pour ceux qui diraient « Tiens, est-ce que Daria c'est Macron ?» La réponse courte serait non. J'ai pas écrit Daria pour parodier Macron. Si j'avais vraiment voulu parodier Macron, j'aurais été beaucoup plus clair. Ça aurait été la reine Macronia ou Norcam. Norcam c'est Macron à l'envers. Pour parler de Daria, de ce personnage de Daria et des Gilets jaunes, j'ai d'abord envie de parler de Ratek, la saison 1. Ratek dans la saison 1, c'est très simple, c'est le méchant roi. C'est le méchant roi, le roi caricatural, type méchant de Disney, méchant dessin animé. Ratek est vraiment écrit pour être un méchant très parodique, c'est le méchant roi, et la quête de la saison 1, c'est d'aller renverser le méchant roi, parce qu'il est méchant. Et on découvre en plus au fur et à mesure que il est arrogant, il est prétentieux, il s'occupe juste de sa cote de popularité, mais il taxe ses citoyens à crever, il s'en fout, il s'occupe de son mariage, il ment, il a manipulé Yonrak pour arriver là, enfin c'est un méchant ultime, c'est le méchant absolu. Pour Daria, eh bien à la fin de la saison 1, elle est présentée comme quelqu'un de gentil qui va faire une vraie reine qui pense à son peuple. Et en fait, c'est vrai, c'est exactement ce que je veux faire, c'est une reine Daria qui pense à faire le bien pour son peuple. Le souci, elle a beau être une gentille reine qui veut le bien pour son peuple, il suffit pas d'avoir une bonne volonté pour son pays pour être un bon roi ou une bonne reine. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Alors bien sûr, dans ma série, c'est très simple, elle se fait juste manipuler par un ambassadeur qui est un peu séduisant, qui lui fait faire des mauvaises décisions. Et dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, il y a les intérêts des uns qui sont pas toujours les mêmes que les intérêts des autres. Il y a l'économie globale dans laquelle ça se trouve. Il y a tous les lobbies, bien sûr. Il y a maintenant la crise climatique qui fait prendre des décisions tout à fait impopulaires. Il y a plein de trucs qui rendent les choses compliquées. J'ai pas envie de dire ici si je trouve que Macron est un bon président ou pas. C'est pas le sujet. Par contre, une chose est certaine, je suis très content de ne pas être à sa place. Daria représente bien sûr ce côté, c'est compliqué d'exercer le pouvoir, d'un côté. Et elle a un autre défaut aussi, et c'est aussi quelque chose que je voulais un peu montrer, c'est que Daria ne se remet pas en question. Elle a tout l'arc narratif de la saison 2, c'est Daria qui se rend compte que être reine, c'est pas juste prendre des décisions en croyant que c'est bien, c'est aussi un peu écouter son peuple, c'est se rendre compte parfois on prend des décisions de merde, c'est pouvoir s'entourer de bons conseillers. C'est compliqué de diriger. Et Daria, elle a son gros défaut, c'est qu'elle ne se remet pas en question. Au début, elle est persuadée qu'elle a raison, elle a des œillères, elle va tout droit, elle dit ah, j'ai raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, elle s'en fout de ce que pensent les autres parce qu'elle est persuadée que c'est elle qui a raison. Et là, pour moi, ça va au-delà de la politique. C'est n'importe qui dans ce monde, en fait, même si c'est juste le collègue ou le beau-frère qui dit ouais, j'ai raison, c'est ça qu'il faut faire, pour quel que soit le sujet, une façon de travailler un dossier, une route à prendre, tout ce que tu veux, et qui n'est pas capable de, souvent par ego, mal placé, et je plaide coupable aussi, hein, je vais pas commencer à dire que c'est le gars des autres et pas moi, ça m'est arrivé plein de fois, mais le fait d'être sûr d'avoir raison et de ne pas accepter la contradiction, ça ne peut mener en fait qu'à terme qu'à des mauvaises décisions et qu'à des soucis. Le message là-dedans pourrait vraiment être de dire, si tu veux prendre des bonnes décisions, entoure-toi des gens et essaye quand même de voir la vie de la globalité et pas juste ton avis à toi qui serait le seul bon avis et les autres ont tous tort. Pour venir aux gilets jaunes, c'est à l'heure où je tourne cette vidéo le dernier fait marquant de manifestation qu'il y a eu en France. Mais c'est pas le seul, c'est loin d'être le seul. En fait, la dernière manifestation qu'il y avait eu avant que je n'écrive cette saison 2, c'était Nuit debout, de François Hollande. Et en fait, je me suis même pas inspiré Nuit debout. Je me suis juste posé la question, comment est-ce que je peux montrer de façon la plus claire possible que le peuple n'est pas content avec les décisions de cette reine? C'est simple, manifestation, on le voit partout dans le monde. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a les manifestations des femmes en Iran, il y a des manifestations en Chine pour les confinements qui étaient beaucoup plus sévères qu'en Europe. Il y a eu le printemps arabe, il y a maintenant une dizaine d'années, il y a eu plein de manifestations et plein de tentatives de renverser le pouvoir. Certaines ont réussi, certaines pas. Et donc je ne me suis pas inspiré des Gilets jaunes. Seulement, pourquoi c'est ce commentaire qui vient? Parce que la majorité de mon public est en France et que le dernier fait de manifestation en masse qui a eu lieu, c'est les Gilets jaunes. Donc c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant que quelqu'un propose les Gilets jaunes, visite à Fajar. Même si c'est pas directement mon inspiration première, eh bien, il y a clairement un parallélisme. Et donc merci beaucoup Aldu Bouyanono 2 pour ce titre alternatif, parce qu'il lance un débat très intéressant, et je serais très heureux en fait d'avoir vos avis sur le sujet en commentaire. Alors, Yonarak n'a pas pu se libérer tout seul pour protéger celles et ceux qu'il aimait. Il a tué sa femme. A l'inverse, Sean a réglé la racine du problème en mettant fin à la famine. La morale de cette histoire est la bouffe est supérieure au pouvoir de l'amour et de l'amitié. Eh bien, oui. Je vais essayer d'expliquer un petit peu. J'ai pas envie de tenir un propos disant l'amour et l'amitié c'est nul, c'est n'importe quoi, parce que non, c'est pas nul, c'est pas n'importe quoi, c'est hyper important. C'est beaucoup mieux d'avoir des amis que de ne pas en avoir en soi. Et c'est certain que le fait d'aimer quelqu'un au point de sacrifier pour cette personne, c'est important aussi. Ce commentaire fait référence à une scène en particulier, épisode 13 de la saison 2, c'est bien sûr la mort d'Alunai. Yonara, quand on se dit, et je fais exprès bien sûr, c'est tout le propos de cette scène-là, tout le jeu de cette scène-là, c'est de se demander, est-ce qu'il va arriver à se libérer par la force de l'amour? Est-ce que ça va marcher? Oui, non, on va y arriver, quelque chose. Donc le combat de la haine contre l'amour, la haine de Hosken, la rancune de Hosken, et l'amour que Yonrak porte à Alunai, et donc les deux s'affrontent, et finalement, eh bien, c'est la haine qui l'a emporté. J'assume pleinement, c'est un choix tout à fait délibéré de moi-même. J'ai effectivement pris la décision de tuer Alunai à cette scène-là. Pourquoi Alunai, en fait? S'il y a bien une personne qui n'a pas envie de tuer
allez, 2 avec Daria, c'est bien Alunai. Il aurait pu tuer n'importe qui d'autre, on aurait pu dire ok il fait semblant, ou il peut-être pas tout à fait manipulé, ou ça va encore. Mais le fait de le faire tuer Alunai, ça montre bien qu'il y a vraiment un danger, ça montre bien que Yonrak n'est plus du tout au contrôle de lui-même. Ça montre bien qu'il est complètement possédé par un mec qui n'aura aucune limite, aucune frontière, et qui est prêt à buter tout sur son passage. C'est pour ça que j'ai fait buter Alunai. Si on regarde bien la saison 1, le vrai méchant c'est Ratek. Alors on présente Yonrak comme une menace lointaine, on fait peur parce qu'il est là, qu'il est tout proche, et il fait peur, mais à part Donormin qui tue de loin, et qui est un personnage de façon qu'on n'aime pas vraiment, qu'on n'a pas vraiment pleuré, qui était juste un personnage fonction. D'ailleurs c'est intéressant en fait que je fasse une vidéo dans laquelle j'explique comment j'écris mes personnages, ou chacun de mes personnages. Moi j'aurais clairement envie de partager avec vous l'origine de chacun des personnages, à vous de me dire si ça vous intéresse. Mais donc, dans la saison 1, il y a juste Yonrak qui est une menace lointaine, on ne sait pas très bien s'il sera là ou pas là. Là, il fait peur, mais il n'est pas vraiment pleinement là. C'est-à-dire que la menace, c'est pas comme si le monstre te courait après directement, si je peux faire une image, comme dans un jeu vidéo, ou dans un film d'horreur. Et puis, quand on se rend compte de qui est Yonrak, dans la fin de la saison 1, limite on se dit « Ah, c'est lui !» Bah, ça va, Shaun il est safe, alors c'est Ratek qui va prendre dans la gueule. Et donc en vérité, dans la saison 1, il n'y a jamais vraiment eu de vrai danger pour Shaun, ni pour Daria. Dans la saison 2, bah, c'est différent. Là, Yonrak, il est manipulé, possédé, et donc il a perdu contrôle, et ça devient une véritable machine à tuer, qui n'est pas au service du bien. Pour autant qu'on puisse vraiment dire qu'il y a un camp bien et mal dans cette série. Parce que je crois que j'ai absolument aucun personnage qui est profondément gentil. Mais clairement, Osken, il est méchant à un niveau... voilà quoi. Et donc c'est pour donner à cette saison 2 un niveau de tension quand même supérieur à la saison 1. Moi je veux pas faire une saison où on se dit juste il y a un méchant un peu plus méchant que la saison 1 et au final non c'est bon, c'est une blague où ça allait. Moi ce que je voulais c'est que dans la saison 2 on se dise vraiment ah ouais, ok là le danger est vraiment là quoi. Là il se rend pas en sécurité quoi. Il y a plus d'intérêt à ce qu'il se fasse pas repérer parce que c'est chaud quoi. Si Yonrak a été capable de buter Alunai, là vraiment tendu quoi. Voilà, c'est surtout pour ça que j'ai fait buter. Et bien sûr, dans cet épisode, d'écrire tout un passage où on se dit « Ah, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Est-ce que l'amour va être plus fort ?» Pour répondre que ben non. En fait, non. Si je peux de nouveau faire un parallélisme, dans la vraie vie, je suis désolé, mais si t'as quelqu'un qui te colle un flingue ici contre la tempe, tu peux invoquer tout l'amour que tu veux, le mec il tire, t'es mort. Le pouvoir de l'amour, l'amitié, rien du tout, quoi, t'es mort, c'est tout. Donc l'émeraude que tient Oscar à ce moment-là pour posséder Yonrak, il est puissant. Il est juste là, il est plus puissant. Et donc c'est... L'idée là aussi, c'est un peu de montrer, pouvoir de l'amour ou l'amitié, oui, c'est intéressant, mais par contre, c'est pas plus fort qu'une balle de calibre 38 qui te traverse, c'est pas plus fort qu'une technologie qui va te buter maintenant. C'est un pouvoir qui a ses limites. C'est motivant, c'est enthousiasmant, oui, mais il y a un moment, tu sais pas... t'as pas des super pouvoirs parce que t'es amoureux de quelqu'un. Désolé. J'ai clairement chié la gueule de ce trope narratif là, que l'amour, l'amitié va sauver tout le monde, en faisant non, il va buter Alunai, désolé, comme ça c'est mort. Et la bouffe c'est autre chose. L'histoire de la bouffe là-dedans, c'est le problème de Fajar au début de la saison 2, c'est qu'il n'y a pas de bouffe. Il y a très peu à manger, les récoltes c'est de la merde, il faut absolument négocier pour avoir des meilleures récoltes. Et du coup Daria essaie de faire une alliance. Bon, elle tombe sur un mec qui se fout de sa gueule et qui est au service de Osken, donc pas de chance pour elle, mais l'idée à la base elle était bien. Et au final c'est Shaun qui sauve tout le monde parce que Shaun justement lui, il s'est spécialisé dans l'agriculture. Là-dedans l'idée c'est surtout mettre Shaun en comparaison avec Telkomia. Telkomia passe son temps à se foutre de la gueule de Shaun pour dire mais c'est trop pourri comme pouvoir la bouffe, ça sert à rien, c'est nul comme pouvoir. Et petit à petit on commence à voir des trucs disant ouais mais si Daria avait directement demandé à Shaun et pas fait du commerce avec les Naproxiens, le problème serait réglé en fait. Donc la bouffe, ok, c'est pas spectaculaire de faire de la bouffe. C'est pas spectaculaire de faire des récoltes comme ça, c'est pas des boules de feu ou des grosses boules d'énergie, des kamehameha que ferait Telkomia. Bon, j'ai pas pu montrer à l'image, mais vous imaginez bien à l'audio avec les bruitages que j'ai mis, à quoi pourrait ressembler une Telkomia en pleine puissance qui renvoie son pouvoir sur les gens et qui se vante d'être la plus puissante des spirituels parce qu'elle envoie des grosses boules d'énergie dans la gueule des gens et c'est super. Mais buter des gens autour de toi si t'as pas à manger, ça sert à rien. Et donc en fait là c'est un petit peu un côté pour dire il y a plein de gens qui se mettent en spectacle pour montrer à quel point ils sont talentueux pour un truc, mais pour moi il y a des gens qui sont beaucoup plus honorables et qui sont plus dans l'ombre, qui ne font pas des grands spectacles. En fait c'est ceux qui nous donnent les besoins nécessaires. La bouffe évidemment,
Évidemment, c'est aussi le sujet, les agriculteurs, on les considère pas assez, mais putain, ils sont précieux dans ce monde, les agriculteurs. Il y a pas ça, il y a plein de trucs en fait, des métiers mal considérés et qui pourtant sont essentiels. J'ai envie de dire, moi je suis quand même bien content qu'il y ait quelqu'un qui vienne ramasser les poubelles chaque semaine devant chez moi, qu'il y ait un plombier qui vienne déboucher mes chiottes quand j'ai des soucis. Euh, c'est pas spectaculaire du tout. C'est pas eux qui font la une des magazines ou qui font des millions de vues sur YouTube, souvent sur TikTok. Mais pourtant, ben, ils sont comme essentiels, et s'il n'y a pas eux, s'ils sont pas là, ben, on peut pas faire des millions de vues sur TikTok en fait, ou sur YouTube. Parce qu'on a juste pas à manger, c'est con. Et donc c'est un petit côté pour rappeler cette importance de, si t'as pas des pouvoirs, ou si t'as pas un talent pour passer à la télévision, ben c'est pas grave en fait, on te demande pas ça. Mais si tu nourris les gens, ou si tu es au service des besoins élémentaires des gens, ben en fait t'es beaucoup plus important dans ce monde que ces gens qui font des vues. Et oui, je m'inclus dans ces gens qui sont moins importants parce qu'en fait, je fais aucun de ces métiers qui sont essentiels pour l'instant. Et ma série, je ne considère pas que ma série est essentielle dans ce monde du tout. C'est moi, j'avais envie de la faire et tant mieux, ça vous plaît. Mais je suis quand même bien content qu'il y ait des gens qui bossent à des heures pas possibles, des horaires pas possibles, dans des conditions pas possibles, pour que je puisse aller au marché m'acheter mon pain, clairement. Merci à eux. À présent que tu as cessé de torturer tous les habitants innocents de ce paisible et prospère petit royaume, que vas-tu faire? Bah une saison 3, tout bêtement. Voilà, pour l'instant, j'ai déjà écrit une saison 3. Actuellement, je travaille pour enregistrer les versions démo de la saison 3. Elle ne sortira pas avant très longtemps, parce que il faut savoir que moi j'ai quand même un boulot à côté, que YouTube n'est même plus ma principale activité hors boulot. Ma principale activité maintenant c'est l'impro, enfin hors boulot c'est l'impro, pour ceux qui ne le savaient pas encore. YouTube est vraiment passé beaucoup plus bas dans l'ordre des priorités de ce que je fais à côté. J'essaie de dégager du temps, mais c'est pas facile tout le temps. D'ailleurs, c'est le temps que j'ai mis pour me dire que j'allais finalement filmer cette FAQ et le temps que je mettrai après pour la monter, ça vous montre bien que YouTube n'est plus du tout une priorité. Même si, en fait, je tiens quand même beaucoup à continuer cette série et à pouvoir la diffuser, mais je ne sais pas quand. Donc déjà, j'ai plus du tout le temps qu'il faudrait pour être efficace. Je ne peux travailler que maximum parfois 1 heure ou une demi-heure par jour, grand max parfois. Et puis il y a aussi le fait que j'essaye quand même que mes saisons soient meilleures que la précédente. Meilleur son, meilleur montage, meilleur choix de bruitage, meilleur scénario, meilleur dialogue, meilleur jeu de comédien. Et en fait tout ça demande encore plus de travail qu'au début. Donc mes saisons, je prends beaucoup de temps pour les faire. Et à nouveau, là aussi en fait, si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo pour expliquer vraiment étape par étape toutes les étapes de la création d'une série, ou d'une saison en fait. De l'étape de A, j'ai l'idée, jusqu'à l'étape de A, elle sort sur YouTube. Je me demandais si Jackie va retrouver Shaun après tous ces événements. Alors je vais bien sûr pas pouvoir te répondre directement, même si je connais la réponse, parce que sinon je vous spoilerai l'avenir. Par contre, pourquoi ne pas parler de Jackie, hein? Pourquoi, quel intérêt de cette citrouille? Pourquoi ce prénom? Alors moi quand j'ai écrit le synopsis de cette saison, j'ai écrit, vraiment, voilà, Rack et ses spirituels, ils arrivent dans le jardin de Shaun, et ils se font attaquer par les légumes du potager. Et j'ai mis une grosse fight entre les légumes et les spirituels, et je me suis même dit, c'est assez ridicule, mais c'est marrant. Et évidemment que c'est voulu, hein, les faits où pendant 5 épisodes on annonce Shaun comme il a capturé Sarena, il est devenu puissant, il est méchant, attention c'est difficile de le vaincre, il est devenu méchant, il est parti en colère à la fin de la saison 1, il va se venger, attention c'est très difficile, et puis d'arriver, de le voir et de se rendre compte que non, Shaun il est tout doux en fait. Et donc bien sûr, au moment où j'écris l'épisode, il faut illustrer ce jardin dangereux. Et là, c'est étape par étape. Si je commence par des arbres qui bougent, et il faut faire attention, les arbres bougent, du coup ça fait mal, et donc il faut les affronter. Une première fois. Après, deuxième vague, c'est des légumes qui sont propulsés spirituellement, donc magiquement, de l'autre côté du jardin, et qui vont attaquer nos héros. J'imagine, franchement, c'est là que je regrette de ne pas pouvoir faire une série vidéo des animés. J'aimerais tellement voir des tomates, des carottes, des trucs qui sont propulsés, qui arrivent ça par paquet entier dans la gueule des gens, que doivent absolument affronter avec une épée pour les couper, passer à travers ce truc. C'est tellement spectaculaire. Et au final, en fait, à la fin, il y a un boss final, hein. C'est une quête de MMORPG, c'est comme un donjon de World of Warcraft, il y a un boss final à affronter, et donc bien sûr ce boss final,
Bah, il fallait bien sûr que ce soit dans un jardin, j'ai même pas besoin de réfléchir longtemps, c'était directement une citrouille, c'était évident. La citrouille d'Halloween qui se lève seulement sur sa racine et qui va attaquer, l'image était directement là. Et bien sûr, c'était encore plus jouissif pour moi d'imaginer que je ne vais arriver et crier « Coucher !» Alors, il pourrait plus l'appeler Brutus, ou Démon, ou Monstro, ou Citrouillax, ou tout ça, ou voilà. Mais non, Jackie, c'est beaucoup plus marrant. Je pourrais même dire que c'est inspiré de Jack la Lanterne, qui est donc le mythe à la base de cette citrouille d'Halloween. En fait, même pas. Je vais juste appeler Jackie parce que si c'est vraiment le nom auquel s'entend le moins, clairement, ça fait effet de surprise, ça fait effet de quoi? Il s'appelle Jackie. Et puis évidemment, il y a son ami Figuier qui s'appelle Michel. Là, pour ceux qui n'ont pas compris la blague, restez innocents. Alors vu que sur la saison 2, il n'y avait pas encore assez de questions pour faire une vidéo artificiellement gonflée, j'ai fait mon archéologue et j'ai même été jusqu'à creuser des questions de la saison 1. C'est dire à quel point je suis hyper impliqué pour gonfler mes propres vidéos pour espérer faire plus de contenu. Qu'est-ce qu'il faut comme environnement pour faire une série audio? Est-ce qu'il faut une pièce insonorisée, genre des tissus au mur pour absorber le son? Oui, c'est mieux. Clairement, si tu as accès à un studio radio ou à un vrai studio d'enregistrement dans lequel tous les murs ont ce bois spécialement sculpté pour insonoriser le son et pour tuer tous les échos, c'est évidemment mieux. Hein, voilà. Maintenant, moi j'ai envie de dire, si t'as pas ça, mais que t'as vraiment envie de te lancer dans une histoire audio, t'as vraiment envie de le faire, n'attends pas de l'avoir, fais-le. En fait, pour moi, les contraintes techniques, ça vient après le truc principal. Le truc principal, c'est est-ce que tu as une bonne histoire? Est-ce que tu as un bon scénario? Pour moi, c'est la première question, la question primordiale. Vous avez sûrement tous déjà vu un film avec des moyens qui coûtaient des milliards, avec des moyens d'effets spéciaux de malade, où vraiment tu dis visuellement, wow, c'est super, c'est magnifique, c'est génial, mais tu te dis, ouais, mais le film, le scénario, il est pourri en fait. Tu retires les effets spéciaux qui coûtaient des millions, des milliards, et ça vaut rien. Tu dis des scènes d'action, mais c'est nul. On en a plein en fait des trucs comme ça. Pour l'audio, en fait, pour tous les médias, c'est pareil. Tu prends un livre qui a une super couverture, tu le lis, mais l'histoire elle est pourrie, la super couverture, elle est alléchante, mais elle sert à rien. Tu prends un jeu vidéo qui a un super graphisme, si ton gameplay il est pourri, ça sert à rien. Et donc l'audio, honnêtement, si c'est pour entendre une super qualité audio, mais que l'histoire elle me fait chier, ça sert à rien. Pour vous montrer maintenant ici mon bureau maintenant. Ici j'ai un store, donc c'est même pas topement ce qu'il faut pour l'audio. Ici en fait autour du micro, ici vous voyez ce qu'on appelle un bouclier acoustique. Alors donc ici c'est toute une espèce de mousse pour amortir le son. Ici j'ai un filtre anti-pop. Là j'ai un micro, tout bêtement, de la marque Shure. Et alors ici vous voyez en fait, alors je vais essayer d'écrire avec mon doigt, voilà. Ici comme ça, voilà. Donc toute cette partie là de mon mur, il y a une mousse acoustique également, que j'ai demandé à ajouter dans ce bureau, que j'ai fait faire il y a 1 an. Mais j'ai fait faire il y a 1 an. Même la saison 2 n'a pas été enregistrée dans cet environnement-ci en fait. Il est tout neuf cet environnement. La saison 1, j'ai enregistré dans mon ancien appart, qui n'était pas du tout fait pour l'enregistrement. J'avais absolument rien pour l'enregistrement. D'ailleurs, si vous réécoutez la saison 1, le son il est dégueulasse. J'ai bossé comme un taré pour avoir un truc acceptable, mais le son est dégueulasse, le micro était pourri, j'avais un environnement vraiment immonde, et pourtant j'ai continué, et pourtant cette saison 1 a plutôt été appréciée, parce que, en fait, commence d'abord par écrire une bonne histoire, un bon dialogue, comprends comment fonctionne le dialogue audio, avant de te poser des questions techniques. Donc la réponse courte, oui, c'est mieux d'avoir un environnement dans lequel tu as des mousses acoustiques, dans lequel tu as des bois sculptés pour amortir le son. Oui, c'est clairement mieux, mais si tu n'as pas les moyens de te procurer ça, ne te casse pas la tête, fais avec ce que tu as maintenant, et si ton histoire elle est bien, eh bien d'office tu auras le public qui va venir avec, ou tu auras en tout cas des gens qui diront franchement c'est bien ce que tu as fait, et tu seras motivé, et tu auras des vraies raisons pour investir dans plus. Pour les micros, est-ce qu'il y avait un micro par personne ou le même micro pour tous? Pour ceux qui ont vu la vidéo du casting, vous avez vu les photos, c'est tout le monde dans le même micro.
c'est celui-là. Et en fait, bah, j'ai pas les moyens de faire un micro pour chacun. Ce bureau-ci, il fait de 4 mètres carrés. Là, mon téléphone, vous le savez pas, mais il est contre le mur d'en face. Vous avez vu tous les gens que j'ai pris pour enregistrer, une trentaine. Est-ce que vous imaginez une trentaine de personnes dans ces 4 mètres carrés pour enregistrer en même temps, pour se parler l'un à l'autre? C'est impossible. J'ai pas les moyens. Peut-être que j'ai plus de moyens, peut-être, mais j'ai pas les moyens. Mais encore, si j'ai plus de moyens. Vous savez que chacun de ces comédiens, mais ils ont une vie à côté. Ils viennent enregistrer gratos. C'est super cool. Encore merci à eux, franchement, super cool. Ils donnent de leur temps. Et pour certains, c'est déjà compliqué d'avoir une tranche horaire qui nous convienne à tous les deux. Est-ce que vous imaginez le casse-tête que ce serait de pouvoir avoir tout le monde en même temps, sur la même tranche horaire, pour passer comme ça 20 heures, 30 heures d'enregistrement, parce que c'est pas juste chacun parle et puis c'est bon, c'est facile. Non, faut enregistrer plusieurs fois chaque réplique, parce que ben, c'est pas chaque fois la première la meilleure. Est-ce que vous imaginez le casse-tête que ce serait? Surtout si je les paye pas? Parce que si j'avais des moyens énormes que je n'ai pas, genre 2 millions d'euros, et que je disais aux comédiens, voilà les gars, vous prenez congé cette semaine-là, toute cette semaine-là, voilà, vous allez tous chez moi, dans mon studio, et je vous paye à chacun, ouais, 10 000 euros, voilà, je l'aurais pour 300 000 euros en vérité, sur le million, 2 millions d'euros, ça pourrait, voilà, je vous paye chacun 10 000 euros cette semaine-là, vous prenez congé. Là, je pourrais. Là, je pourrais les enfermer une semaine chez moi, pour chacun 10 000 euros la semaine, il dirait, franchement, ce serait plus facile. Mais j'ai pas 10 000 euros à donner à chaque comédien. Donc non, c'est chacun venu à tour de rôle, chacun enregistré dans le même micro, et c'est à moi de connaître suffisamment bien la série, chaque réplique, chaque phrase, chaque truc qui a été enregistré, pour savoir sur quel ton le dire. Je pense que globalement ça marche assez bien, et bah oui, si vous avez des moments où vous dites ah, on sent que ces gens-là, ils sont pas vraiment répondus, bah en effet, ils sont pas vraiment répondus. Il y a des comédiens qui ont plein de scènes de dialogue entre eux dans la série, qui vraiment échangent beaucoup, tu te dis ah, ils sont vraiment ensemble, et ben ces comédiens ne se sont jamais rencontrés. Voilà, on fait avec les moyens qu'on a. Pour les bruitages, est-ce que tu as trouvé en libre sur le net? Est-ce que tu as fait toi-même? Alors, principalement sur Internet. La première saison, j'avais trouvé sur un site qui s'appelait Universal Soundbank, mais c'est assez limité. En fait, maintenant, c'est très facile, je vais sur YouTube. La plupart des bruitages de la saison 2, c'est sur YouTube. YouTube est une sonothèque, mais de ouf, en fait, et elle ne fait que s'améliorer au fil du temps. Maintenant, de plus en plus de gens en mettent des bruitages. T'as juste à chercher bruitage de ou sound of. Tu connais un petit peu l'anglais, sound of a sword pour bruitage d'épée, magical sound pour bruitage magique. Et en fait, j'ai même trouvé sur YouTube toute une bande-son de bruitage du jeu Warcraft 3. Et c'est génial, en fait. Tous les combats dans lesquels il y a des plantes, des plantes qui bougent ou ça, pour la saison 2, c'est Warcraft 3. Merci Blizzard pour avoir mis ça en ligne. Si c'était fait illégalement, oubliez ce que je viens de dire. Dénoncez pas, c'est pas moi qui ai mis ça en ligne, je me suis juste servi allègrement. Par contre, pour les miniatures de la saison 1, c'est écrit le bêtise, donc le bêtise au pluriel, est-ce que c'est volontaire? Alors en fait non, je me suis complètement planté, mais bon, comme c'est un bêtisier, c'est marrant. Et d'ailleurs, pour la saison 2, j'ai reproduit ça expressément, les bêtisiers s'appellent la bêtisier de Shaun. Voilà, c'est juste ça. Tu n'as que des talents, merci. La psychanalyse, l'écriture, le théâtre, à présent le français. Jusqu'où iras-tu pour m'impressionner? Mais moi sur un terrain de foot, et là je te jure, je fais pitié. Ah non, moi le foot... moi sur un terrain de basket, je me mets en boule dans un coin, je pleure. Donc j'ai pas que des talents. Même si, évidemment sur YouTube, j'ai quand même mettre en avant mes qualités. Enfin, j'ai quand même pas me filmer en train de jongler avec une balle de foot. Parce que bah, ce serait ridicule. Encore que ça ferait des vues justement. Tout le monde se ferait de ma gueule, ça ferait des vues. Ah, je pourrais essayer, tiens. Pour la psychanalyse, déjà la psychanalyse n'est pas une science, la vraie science c'est la psychologie. Je ne suis pas psychologue, je le redis, je n'ai jamais fait d'études de psychologie, j'ai absolument aucun diplôme et aucune expertise dans le domaine. J'ai juste fait une grosse dépression et j'ai voulu comprendre ce qui m'arrivait, j'ai été voir des médecins, des psychologues aussi, on a parlé, un médecin un jour m'a dit, la dépression c'est pas juste quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui est un peu faible, c'est vraiment des neurones qui sont flingués. Et il m'a expliqué ça et j'ai fait bordel. Bordel, si
tout le monde peut savoir ça. Si j'avais su ça avant, j'aurais pas passé une année entière de ma vie à refuser ma dépression. En fait, pour revenir un peu là-dessus, maintenant ça date quand même il y a 10 ans, j'ai passé 2 ans de ma vie en dépression sans me l'avouer, sans accepter que c'était le cas. Et pendant ces 2 ans, j'ai méticuleusement flingué toute ma vie. J'ai foutu en l'air toutes mes relations, toutes mes amitiés, tout ce que j'avais, tout foutu en l'air, simplement parce que j'arrivais pas à m'accepter que je faisais une dépression. Et donc je n'allais pas vers les gens qu'il fallait. Et donc c'est seulement quand j'ai accepté que j'avais une dépression que j'ai pu commencer à m'attaquer à ça et que j'ai pu commencer à reconstruire. La pire chose à faire quand tu as une dépression, c'est de refuser de te l'avouer. Parce qu'en fait, tu te flingues tout, tu détruis tout. Tu perds tes amis, tu perds ta famille, tu perds des relations, tu perds plein de trucs. Et après, pour les récupérer, bonjour. Faire ces vidéos araignées au plafond était d'abord et avant tout un besoin personnel. Moi, en fait, de crier au monde, les maladies mentales, c'est pas juste quelqu'un qui est un peu trop faible pour se prendre en main. Il y a vraiment des vraies causes scientifiques qui existent. Mais par honnêteté personnelle et par le fait que je ne suis pas un spécialiste, j'ai jugé préférable d'arrêter, et pour d'autres raisons aussi, et de laisser des gens spécialisés là-dedans, qui sont venus après moi, prendre le relais. Et je pense qu'ils l'ont très bien fait. Alors après, pour l'écriture, le talent en fait c'est beaucoup de travail. Le talent naturel qui vient comme ça, touché par la grâce divine, je n'y crois pas des masses. Et donc l'écriture, je peux te montrer mes premiers jets des saisons, elles sont nulles. Elles sont pleines d'incohérences, elles sont dégueulasses, ça marche pas, ça porte pas, c'est nul. Et donc le secret c'est quoi? C'est la relecture. Il faut se relire plein de fois, réécrire au moins 7, 8, 10 fois en fait son scénario. Moi j'ai relis chaque fois, moi je fais chaque fois au moins 10 relectures. Et bien évidemment, très important, se faire relire par des gens qui vont être là et qui vont être prêts à y aller dans ton texte, à te dire tout ce qui va pas ou à suggérer. Moi j'ai carrément dans la saison 2, vous pouvez le voir, texte écrit par Maxence Carnois, c'est moi, et Benjamin Bado, encore merci à toi Benji. Benjamin en fait c'est très simple, il a pris chacun de mes textes et il les a massacrés. Il écrit plein de vannes en fait, il a pas hésité à hacher, à aller à la hache et à réécrire entièrement un dialogue. Et moi après je pouvais relire et chaque fois je me disais super, j'adore ce qu'il propose, maintenant c'est à moi de refaire un espèce de mix entre ce que moi j'ai écrit, ce que moi j'avais à la base et ce que lui a ajouté. C'est comme ça qu'on a eu droit à un personnage du garde Brado qui nous parle de procédure. C'est pas une idée à moi, c'est une idée à lui. Je pense pas avoir spécialement un talent qui fait que magiquement les bons textes me viennent, parce que je sais même pas si mes textes sont bons, j'en sais rien. C'est juste que je me relis beaucoup. Et d'ailleurs, ça se voit dans le temps que prend chacune saison pour sortir, je me relis beaucoup. Alors moi j'ai bien aimé ces derniers petits commentaires. Super série à écouter en bossant ou pendant le temps de chargement. Et l'épisode fait pile le temps idéal pour cuisiner en l'écoutant. Je sais pas comment je vais les prendre. Si vous écoutez ça juste pour vous occuper ou juste comme ça pour passer le temps ou pour avoir un bruit de fond. Mais en vérité, moi c'est comme ça que j'écoute les livres audio que j'écoute sur Audible. Donc, j'essaie de bien le prendre, merci beaucoup. Et tant mieux si ça vous agrée le moment où vous devez cuisiner ou si vous devez attendre un temps de chargement. L'ambassadeur entre et zéro Ferrero. Le maître de maison a perdu son bon goût. Iratek, t'étais un méchant roi, t'étais un gros connard, c'est certain, mais tu savais recevoir, hein. Là, Daria, elle sait pas, hein. Voilà. C'est donc tout ce que j'ai pu trouver pour artificiellement faire une vidéo avec un peu de durée. Si vous avez des commentaires à faire, par exemple politiques, concernant le début de la vidéo, n'hésitez surtout pas. Faites des commentaires, s'il vous plaît, ça fera des vues, ça va titiller un peu l'algorithme de YouTube, et pour l'instant, j'ai vraiment rien, donc merci à vous, ce serait super cool de le faire. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent maintenant, ou des envies particulières de choses que je pourrais partager, ou des idées de vidéos que je pourrais faire entre-temps pour faire vivre un petit peu la chaîne, ne pas la laisser morte pendant 3 ans, franchement n'hésitez pas, allez-y. Il faut vraiment que je trouve un moyen pour faire vivoter un petit peu la chaîne, ou ça, une petite vidéo par-ci par-là de temps en temps, pour que YouTube se dise « Ah, il est encore vivant celui-là ». Voilà, sur ce, pour tous ceux qui sont arrivés au bout de la vidéo, dites fromage en commentaire, comme ça je le saurai, je mettrai un petit cœur. Et à la prochaine, tchuss.